Bienvenue dans cette formation pour sauver son mariage. Alors, ces conseils t'aideront si vous, c'est vous deux, hein, vous êtes déjà en procédure de divorce, si jamais votre mariage se détériore, si jamais ta conjointe ou ton conjoint perd de l'intérêt, si jamais ton épouse a peut-être une aventure aujourd'hui, compte partir avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, tu verras qu'il y a des tonnes de bons conseils dans cette formation qui vont t'aider pour réparer tout ça. Et pourquoi est-ce que je crée cette formation? Parce qu'il y a des phrases que j'ai entendues ou que j'entends encore aujourd'hui en coaching depuis quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai lancé je récupère mon ex.com et il y a des phrases, il y a mes clients qui m'appellent et ils me disent voilà Antoine, j'ai un souci. Il y a mon mari qui m'a dit je ne suis plus heureux aujourd'hui. Ou alors il y a ma femme qui m'a dit je ne t'aime plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors mon mari m'a dit je veux me séparer, je pars, je veux divorcer ou j'aime quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'il faut réagir? Et c'est vrai que c'est des gens, ça fait 10 ans que je les aide, que je leur donne des conseils dessus, sur la partie couple. Alors quand je dis couple, que ce soit un couple, un mariage, que ce soit un pax, en tout cas, enfin, tout ce que j'entends par là, c'est tout ce qui va être une relation longue qui a duré bah, voilà, le temps d'un mariage, c'est en général c'est quelques années. Dans ce cas-là, bah, on va voir qu'il y a des choses qui se déclenchent dans le couple et puis qui font que ça se détériore. Et puis il y a aussi des choses qu'on va pouvoir utiliser qui font que derrière ça va s'améliorer derrière. Alors, dans cette formation, indifféremment, je vais utiliser, je vais dire ton homme, ou je vais dire ta femme, ou je vais dire ton mari, ou enfin voilà, il faut prendre ça de manière mixte. C'est une formation qui marche dans les deux cas. Tu vas voir qu'il faut, de toute façon, il faut être à deux pour créer un couple et aussi pour le réparer derrière. Donc c'est des conseils qui marchent vraiment pour des deux côtés. Je vais utiliser indifféremment un mot ou un autre. À toi de l'interpréter dans ta tête en te disant voilà, s'il vient de dire ton homme et que bah, c'est ta femme, bah, dans ta tête, dis-toi que c'est ta femme et ça va fonctionner. Dans la vidéo de présentation, j'ai parlé des thérapies de couple. Et c'est vrai que ça prend du temps pour faire une thérapie de couple lorsqu'il y a des problèmes, alors qu'on peut commencer dès aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, les thérapies de couple, on en entend de plus en plus parler. Au passage, je trouve que c'est une excellente chose. Il y a, dans les années 80-90, il y a Woody Allen qui parlait beaucoup de son psychologue. Et je sais qu'en France, donc c'est en Amérique, et je sais qu'en France, on rigolait beaucoup de tout ça. On s'est dit, oh là là, un psychologue, à quoi ça sert? C'est juste pour les gens qui sont tarés, les gens qui sont fous, etc. Et au final, quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que bah, les gens utilisent de plus en plus les psychologues vraiment comme en Amérique, si ce n'est qu'ils avaient 5 ou 10 ans d'avance sur nous. Et la thérapie de couple, c'est à peu près la même chose. Il y a des... On en entend énormément parler dans les films, je sais pas, j'ai encore vu hier soir un film avec Jennifer Aniston qui est dans une histoire de thérapie de couple, etc. Et on en entend beaucoup parler en Amérique. En France, ça commence à débarquer. Et il y a fort à parier que dans les 5-10 ans, il y en ait beaucoup plus que ça. C'est des choses qui sont vraiment géniales. Mais c'est pas encore. Voilà, la mode n'est pas encore lancée à fond en France. Ça démarre juste. Et on va voir bah, comment ça arrive. Ce qu'il faut savoir avec la thérapie de couple, c'est la chose suivante, c'est que déjà, bah, ça prend du temps parce qu'il faut prendre rendez-vous. Après ça, il faut faire 1, 2, 3, 5, 10, 20 rendez-vous pour que ça progresse. Ça, c'est la première chose, même si encore une fois, même si c'est génial. Et la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut que ton partenaire soit d'accord pour le faire. La thérapie de couple, c'est un truc qui se fait à deux. Tu te mets à deux face à un thérapeute. Et dans beaucoup de cas, je sais pertinemment parce que je le vois dans beaucoup de coaching, dans beaucoup de cas de figure, en fait, il y a l'un des deux, donc celui qui se renseigne, donc toi en l'occurrence qui regarde cette vidéo, qui s'intéresse à comment sauver de la chose, etc. Et t'as l'autre des deux qui lui est beaucoup moins impliqué dedans et a moins envie de s'impliquer pour faire que ça progresse. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la thérapie de couple, elle est compliquée parce que si tu es tout seul à aller en thérapie de couple, ça perd vraiment de son sens. Donc l'avantage de cette formation, c'est que tu vas récupérer plein de trucs, astuces, techniques qui sont également utilisés par les thérapeutes et que tu vas pouvoir utiliser sur ton propre couple. Alors, je n'ai jamais dit que j'étais un thérapeute de couple, c'est pas le cas. J'ai jamais fait d'études là-dessus, si ce n'est que les thérapeutes de couple et moi, en l'occurrence, on a beaucoup de sources de lecture en commune, donc on a une même base qui est commune. Moi, je suis plutôt axé sur la partie coaching, c'est-à-dire plutôt dans la partie action. Là où d'autres sont plutôt dans la partie réflexion. Donc voilà, dans cette formation-là, on va retrouver une partie qu'on peut appeler thérapie de couple qui sera dans la réflexion, et après ça aussi une partie qui sera un peu plus dans l'action. Voilà, voilà. Est-ce que tu as souvenir de votre première nuit ensemble?
ce moment qui était magique, où vous vous êtes séduit pendant des heures et des heures, vous avez été au restaurant, vous vous êtes dragué, et elle s'était faite belle, et tu t'étais fait beau, ou l'inverse, et tu te souviens la magie qu'il y avait, tu te regardais, vous regardez dans les yeux en permanence, etc. Après ça, le problème après, c'est qu'on oublie d'être dans la séduction en permanence, et on considère ce qu'on a comme acquis. Et c'est, il y avait un philosophe qui disait que la plus grande erreur des hommes, alors des hommes masculins en l'occurrence, était de considérer que le fait d'être dans la même pièce le soir suffisait à faire qu'on ait un couple, alors qu'en fait un couple c'est beaucoup plus que ça. Un couple ça veut dire avoir des projets, parler, se bouger, sortir, faire des choses ensemble, papoter. C'est pas juste être à deux devant sa gamelle en train de manger le soir, devant la télévision en train de regarder Arthur sur TF1, c'est pas ça le couple. Le couple, c'est faire plein de trucs ensemble. Mais le truc, c'est que voilà, on a tendance à l'oublier et on considère tout ce qu'on a comme acquis. Alors, ce qui est étrange aussi, en fait, dans cette histoire, c'est qu'en termes d'efforts, on voit qu'on met, allez, si on mettait de 0 à 100 les efforts qu'il fallait faire, la période de séduction, on met souvent un peu d'efforts, mais pas non plus tant que ça. On se séduit, on fait des efforts, on met, allez, disons, on est à 60% au moment de la séduction en effort. Une fois qu'on est en couple, ces efforts-là, ils diminuent, ils repassent quasiment à, je sais pas, 5-10%. On fait le minimum vital pour se séduire. Et bizarrement, au moment où il y a des soucis, c'est là qu'on va mettre le paquet, qu'on va passer à 100%. Et comment ça s'explique, en fait, c'est très simple, parce que tout le monde fait cette erreur au passage. C'est que lorsqu'on a acquis quelque chose, quand on a quelque chose dans la poche, on a tendance à moins faire d'efforts pour le garder. Je te donne un exemple qui est tout simple. Si jamais tu as un billet de 10 euros en poche et que tu te balades dans la rue, à Paris, il y a plein de pickpockets à Paris. Si jamais tu. Je le sais, j'ai vécu assez longtemps pour le savoir, il y a plein de pickpockets à Paris. Tu te balades à Paris avec tes 10 euros en poche et un pickpocket arrive et te vole ces 10 euros. Tu vas mettre beaucoup plus d'énergie pour lui courir après pour récupérer tes 10 euros que si une personne t'avait dit voilà, si jamais tu soulèves ces 20 sacs de ciment, je te donne 10 euros. Tu aurais fait non, c'est bon, allez, je m'en fous de tes 20 sacs de ciment. Donc on fait moins d'efforts, enfin, on fait plus d'efforts pour récupérer quelque chose qu'on a perdu que pour obtenir quelque chose ou pour garder quelque chose qu'on a dans la poche. Enfin, j'espère que j'aurais peut-être dû faire un slide là-dessus. J'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, dans ma tête, ça me parle assez bien. Le voleur de 10 euros après qui je cours pour le récupérer et que c'est là que je mets le plus d'efforts. Alors des fois on fait pas d'efforts. Hein. On fait rien. On est devant la télévision, on glandouille tous les deux en couple. Et puis il y a même des fois en fait où on entre dans le négatif. Le négatif, par exemple, ça va être de commencer à blâmer l'autre, ou alors le critiquer, ou alors le ridiculiser, utiliser du sarcasme, manquer de respect, être jaloux, malhonnête. Et finalement, si on réfléchit bien, on l'a pas vraiment fait exprès de devenir comme ça. C'est juste qu'il y a des situations qui au début nous faisaient rigoler, comme par exemple les chaussettes, on va en reparler des chaussettes après ça. Les chaussettes devant le lit, les chaussettes qui sont jamais ramassées. Et au début, ça nous faisait rire, on trouvait ça rigolo, on s'en foutait. Puis un jour, on a fait une petite remarque, et puis rien n'a bougé derrière. L'autre est resté pareil. Puis on a fait une deuxième remarque le lendemain, et puis on en a refait une, et puis on en a refait une, etc., etc. Et cetera. Et au final, ça n'a jamais bougé. Et c'est ce qui fait que on est monté en fait dans l'échelle de la négativité, on peut appeler ça comme ça. C'est qu'on a commencé au début, on a commencé à faire des petites blagues par rapport à ça. Tiens, il y a encore tes chaussettes par terre. Après ça, on est entré dans la critique. Quand est-ce que tu vas les bouger tes chaussettes? Puis après ça, on a commencé à manquer de respect. Tu me fais chier avec tes chaussettes, faut vraiment que tu les bouges. Ça me saoule, etc. Et du coup, on arrive dans quelque chose d'extrêmement négatif et qui malheureusement se propage. Lorsqu'on fait, lorsqu'on fait des critiques à quelqu'un d'autre, bah, en fait, un couple, c'est un truc qui se fait à deux. Et si jamais t'en changes un, tu changes, tu changes l'autre également. Parce qu'on peut se copier aussi bien dans quelque chose de positif que dans quelque chose de négatif. Je donne souvent l'exemple d'un bateau sur un lac. Admettons que vous êtes à deux sur un bateau dans un lac. La personne avec qui tu vis bouge dans un sens du bateau, ça fait bouger le bateau, ça te fait bouger toi aussi. Mais en fait, c'est même pire que ça, c'est même plus petit qu'un bateau. Un couple, c'est une toute petite barque dans laquelle vous êtes tous les deux assis. Et si jamais l'un des deux bouge trop fort, ça peut même faire sombrer cette barque. Ça veut dire que, au final, c'est ça qu'on va voir dans cette formation, c'est que
On a souvent tendance à se dire, si seulement je pouvais changer l'autre, ça c'est ce qu'on dit dans un couple, si seulement je pouvais changer l'autre, tout serait parfait. Alors qu'au final, si jamais on se change soi-même, par mimétisme, ça va venir changer l'autre. Et c'est ça le vrai passage à l'action qu'on peut faire. Et tu vas voir que ça se fait pas n'importe comment, tu vas voir qu'il y a des règles pour ça, tu vas voir qu'il y a des petites tournures, des petites techniques, des petites phrases qui marchent très très bien, qui permettent d'aller très très vite. Parce que si jamais tu avances dans le flou, ça peut prendre des siècles. Donc, euh, ça se fait à deux. Ranger ses chaussettes, ou le problème des chaussettes en tout cas se fait à deux. L'un des deux engueule, l'autre des deux laisse toujours ses chaussettes par terre. On est autant responsable l'un que l'autre, autant celui qui engueule que celui qui l'a toujours laissé. On verra après, on en reparlera après. Des petites disputes, il y en a des tonnes. Ça peut être sur la route lorsqu'on est en voiture pour indiquer le chemin, ça peut être sur la destination des vacances, ça peut être sur la façon d'élever les enfants, ça peut être sur le quotidien, sur le ménage, sur les ambitions de vie, sur l'endroit où on habite, sur le salaire, sur les dépenses d'argent, ça peut être sur tout. Et on va voir dans cette formation qu'en fait, on va commencer par faire des petits efforts et des fois ça va avancer un peu et ce sera une grosse réussite. Ça rappelle les boulons qui sont complètement rouillés sur les vis. T'as déjà dû en voir dans les vieux ateliers. Et des fois, le fait que le boulon bouge un tout petit peu fait que c'est gagné. Quand ça bouge un peu, quand ça se dégrippe, j'ai un doute sur le mot, quand ça se dégrippe, ça veut dire qu'on peut complètement l'enlever derrière et que c'est gagné. Donc un petit pas sera un grand pas dans notre histoire. Donc on a vu qu'on pouvait démarrer tout de suite, qu'on n'avait pas besoin d'attendre 6 mois, d'avoir un rendez-vous chez un thérapeute, puis 2 rendez-vous, puis 3 rendez-vous, etc. Et on va voir dans cette formation, par la suite, on va décider de ce qu'on va régler en premier. C'est-à-dire que pour toi, personnellement, on va voir quelle est ta plus grande source de frustration, on va voir comment faire pour la régler. On va aussi, chose très importante avant d'aller plus loin, c'est qu'on va découvrir qu'il faut simplifier le problème en impliquant le moins de monde possible. Je te donne un exemple, ça s'appelle l'exemple de la voiture de 5 en famille. Quand tu pars en vacances, si jamais vous êtes à 5 dans une grosse voiture, dans un van ou dans une fourgonnette, ça prend un temps fou pour que tout le monde soit dedans, parce qu'il faut que chacun ait ses valises, que tout le monde soit prêt, que tout le monde soit douché, que tout le monde ait pris son déjeuner ou son petit-déj, que tout le monde soit devant la porte, que tout le monde ait rentré ses valises, etc., qu'on n'ait rien oublié, que la maison soit fermée, ça prend un temps fou. Alors que si on part en voiture à deux, c'est beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, tu as intérêt, dans ton problème de couple, à impliquer le moins de personnes possible. Donc typiquement les enfants. Ne jamais impliquer les enfants, parce que ça va te ralentir, ça va te faire perdre du temps, et ça va être compliqué derrière. Les amis aussi, tu sais, souvent on mêle les amis à ça, on leur parle, ouais, j'ai encore, voilà, ça y est, il y a encore ma femme ou mon mari qui a fait ci, qui a fait ça, etc. On les mêle et du coup ça devient compliqué le problème, etc. Il faut que ton problème devienne le plus simple possible. Et il faut qu'on définisse aujourd'hui dans cette formation des actions qui vont te faire progresser. Dans tous les cas, même si on ne connaît pas le dénouement, même si on ne sait pas si on va réussir à sauver ce couple ou pas, on va tout faire pour le sauver. Mais en tout cas, on sait pertinemment deux choses. La première, c'est que on va faire de son mieux pour augmenter ses propres chances de réussite. C'est-à-dire que peut-être que par défaut, on avait 50% de chances de réussir. En se documentant, en regardant une formation comme celle-ci, en se bougeant les fesses, on va peut-être passer à 60%, 70%, 80% de chances de réussir. Donc on aura cette fierté à la fin de se dire, j'ai tout fait. J'ai tout fait et ça a fonctionné. Ou alors j'ai tout fait et ça l'a pas fait, mais en tout cas, de mon côté, j'ai vraiment tout fait pour que ça le fasse. La deuxième chose qui est très importante, même si on ne connaît pas le dénouement, c'est de préserver les enfants. Les enfants sont juste le miroir de ce qu'on vit. Et ils ont pas de rôle là-dedans, ils ont pas besoin d'être mêlés à ça, ils n'ont pas besoin de décider. Ce ne sont pas les juges ou les arbitres ou les gens qui comptent les points de cette histoire. Les enfants ne doivent pas être mêlés à ça. Et en ça, c'est important de les en éloigner. Et on peut tout à fait prendre le réflexe quand on parle, quand le ton monte, de les mettre dans une autre salle ou de juste ne pas leur en parler. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi préserver l'innocence des enfants qui ont pas à décider dans quel camp ils se placent ou comment ça va se passer ou pour qui ils votent à la fin. Les enfants, je vais te dire la vérité, les enfants, tant qu'ils sont heureux, tant qu'ils voient que leurs parents sont heureux, que ça se passe bien, ils seront ravis. Donc si jamais t'es pas très heureux, simule que ça se passe bien et tu verras que dans tous les cas ça va se passer. La méthode que j'ai créée, elle a 3 étapes dans cette stratégie et je l'ai appelée ACT. ACT comme action. Le A c'est accepter, changer
et totalement, ou qui serait entièrement, peut-être totalement, changer totalement, ou s'y consacrer à fond en tout cas. On va voir, je vais te donner plein de conseils que j'ai regroupés dans ces trois catégories et qui se prennent dans le temps. Donc on va commencer par accepter, puis changer, puis y aller à fond. Et ce sont tous les conseils que j'ai donnés pendant des années, que je retrace ici. Donc le gros avantage, c'est que maintenant, quand j'aurai ce genre de cas de figure, je vais envoyer les gens vers cette formation sans avoir à leur répéter une énième fois, ça me fait bien plaisir. Et tu vas voir que le couple, à la fin de cette formation, il y a des chances que tu envisages le couple de manière différente, ou que tu des certitudes qui s'effacent pour faire place à d'autres certitudes qui seront probablement beaucoup plus positives que ce que tu avais précédemment. Premier acte de cette stratégie, l'acceptation. Accepter, c'est, si jamais tu te rappelles de l'exemple de la barque que je t'ai donné un peu plus tôt, c'est accepter qu'on est à deux et que tout se passe par notre interaction de nous deux. Comme si on était devant un miroir. Tout ce que je fais dans mon couple aura une conséquence sur mon couple. Tout ce que l'autre fait aura aussi des conséquences, etc. À partir du moment où tu acceptes que tu as la moitié de la responsabilité, tout devient possible dans le couple. Et je vois beaucoup de gens en coaching qui sont dans le déni, qui disent non, mais c'est pas moi, c'est l'autre, moi j'ai rien fait, c'est elle la connasse, etc. On s'en fout, on peut dire des gros mots les vidéos sont hébergées sur Vimeo et non pas sur YouTube. Dans Vimeo, on peut dire des gros mots. Et voilà, ma femme est une connasse, mon mari est un connard, il fait ci, il fait ça, c'est toujours de sa faute, il le fait exprès, etc. À un moment donné, quand tu penses comme ça, tu peux pas vraiment progresser parce que t'as pas accepté que tu avais ta part de responsabilité dedans. Première grosse étape, c'est d'accepter que tu es à 50% de tout ça, que tout ce que tu as fait toi va avoir une conséquence sur l'autre. Les choses à éviter, c'est des phrases comme c'est pas si grave que ça, range tes chaussettes. Et la réponse classique, c'est pas si grave que ça. Ou alors dis aux enfants de faire ci et de faire ça, ouais, mais c'est pas si grave que ça. Ou alors c'est de faire des fausses promesses, comme ouais, mais je vais changer, t'inquiète pas, ça va bouger. Ou alors pleurer, ou supplier, ou négocier. Le plan qu'on va créer, il va être stable, il va être fixe, il va aller de l'avant. Et on va prendre en considération chacun des points. Il n'y aura pas de points qui seront pas graves. On va tout prendre en considération et on va tout bétonner pour que ça avance dans le bon sens. Ce qu'il faut savoir au moment où on accepte, au moment où on accepte qu'on a sa part de responsabilité, c'est qu'il faut savoir que les sentiments négatifs sont créés depuis très longtemps. Et donc, comme ça a été créé depuis très longtemps, c'est très long à modifier. Donc, il va falloir prendre patience. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ça veut pas dire tout accepter, accepter n'importe comment, ou se dire que c'est de notre faute si rien ne fonctionne. Non, c'est être lucide sur le fait que 50% des choses viennent de notre responsabilité. Et la dernière raison, en fait, pour laquelle vous devez changer, qui est évidente en fait, c'est qu'on on peut pas changer son époux, même si on pense que c'est toujours de la faute de l'autre. Il y a, euh, il y a des gens des fois qui m'appellent en coaching et qui me disent Antoine, est-ce que tu peux pas juste dire à mon époux qu'il change, mais en fait, et je leur dis mais écoute, enfin, écoutez, c'est juste moi que vous appelez, c'est vous qu'on va changer. Et par mimétisme, on va en reparler après. Et tu vas voir que la puissance de se changer soi-même fait que l'autre va changer énormément. Si jamais tu as un doute sur le fait que l'autre puisse changer, rappelle-toi comment il était au tout début quand vous vous êtes mis ensemble. Il était différent. C'est ça qu'on va essayer de retrouver. C'est juste que vos actions à tous les deux vous ont emmené dans un puits qui est pas bon. On va voir comment faire pour remettre ça en place. On va faire un petit exemple. Émilie et Marc vont dans une soirée. Émilie se moque de Marc devant ses amis. Marc, lui, il ne dit rien. Mais pendant quelques jours, il est fâché. Et elle sait pas pourquoi. Et dans cet exemple-là, elle doit changer son comportement afin de changer celui de Marc. En fait, Émilie s'est pas rendu compte que son comportement avait blessé Marc. Parce que peut-être que Marc avait besoin de plus de reconnaissance ou que sa femme soit fière de lui, etc. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc là, on est bien sur un exemple où les deux ont leur part de responsabilité. Émilie n'aurait probablement pas dû se moquer de lui ou se moquer différemment ou faire attention, elle l'a pas vu, elle ne le savait pas. Et Marc, de son côté, était peut-être trop susceptible et il a pris la mouche. Et dans ce cas-là, on arrive sur un mini problème, mais qui illustre parfaitement le fait que, voilà, on accepte que dans ce genre de cas de figure, 50%, on est responsable à 50% de tout.
Le plus dur dans cette histoire, c'est l'annonce de la rupture, où je pars avec quelqu'un d'autre, où je m'en vais, où c'est fini, où je t'aime plus jamais, où c'est je veux plus de toi, etc. Une fois qu'on a survécu à cette annonce, qui est affreuse, où on a l'impression que le monde s'écroule, on s'organise. On s'organise pour réussir sa reconquête. Et si jamais tu as déjà essayé tout ce qui marchait pas, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer, comme par exemple, alors j'en fais juste un slide parce que à chaque fois on me dit non mais c'est bon, on a compris l'histoire. Faire du sport, se boucher les fesses, se relaxer, être positif, ce sont des choses qui sont essentielles. Si jamais tu te marres dans la vie déjà, si tu commences par avoir une vie saine, en faisant du sport, en te relaxant, en faisant du yoga, j'ai des copains qui passent des fois me rendre visite, je suis épaté, ils font un quart d'heure de yoga tous les matins, ils vont faire du sport, ils font des pompes. Moi j'essaye vaguement d'en faire 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est déjà énorme pour moi. Il faut être positif, s'amuser, savoir s'amuser même dans quelque chose de difficile, c'est aussi un talent. C'est aussi quelque chose de fort. Arriver à contrer tout ça et arriver à s'en sortir en étant positif. C'est ça. En tout cas, c'est un bon fondement pour favoriser la reconquête amoureuse. Si jamais tu voyais mon jardin, bah voilà, dans mon jardin, il y a du terreau pour faire que les plantes poussent. Il faut non seulement des graines, mais il faut aussi que le terrain soit bien comme il faut. Bah là, toi, ton terrain positif, ce sera d'être dans le sport, dans la relaxation et d'être quelqu'un de positif. Si déjà t'as ça, tu augmentes tes chances par deux. La deuxième chose, c'est ne te bats pas contre ton époux, alors j'aurais pu mettre épouse, hein, mais avec ton époux. Et ça va tout changer. À partir du moment où vous refaites équipe à nouveau, derrière, ça va absolument tout changer dans la reconquête ou dans le fait de sauver ton mariage. On passe au chapitre numéro 2 sur le changement. Alors, tout à l'heure, on a évoqué cette phrase, c'est toujours de la faute de l'autre. Il y a un client qui m'a dit, j'ai toujours ce besoin de savoir que j'ai raison et que l'autre est en faute. Et ça, le fait de se demander qui a raison, qui a tort, ça vient créer une tension. Il y a Friedrich Nietzsche, alors en fait, le truc c'est que ça ne sert à rien de savoir à qui est la faute. Friedrich Nietzsche a dit, tu as ta manière de faire, j'ai la mienne, quant à la manière correcte, il n'en existe pas. On reprend ce fameux exemple dont je vais encore vous reparler après des chaussettes laissées en bas du lit. Qui a raison dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne manière? Est-ce qu'il y a une loi qui dit quelque part qu'il n'y a pas besoin de mettre des chaussettes par terre ou est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut les enlever? La manière d'élever les enfants, la manière d'élever sa famille, la manière de faire un couple même tout court, est-ce qu'il y a une loi qui dit que pour faire un couple il faut être à deux dans la même maison ou est-ce qu'au contraire il n'y a absolument aucune loi? Et on a tous cette impression, parce qu'on a été éduqués d'une certaine manière, que la loi, elle est la suivante. La loi, elle marche comme ça. Il faut que les chaussettes soient mises dans le bac à linge. Il faut que les enfants aient leur petit déjeuner à 7 heures. Il faut que le dimanche, on fasse ci. Il faut que lorsqu'on parte en vacances, on s'organise comme ça. Il faut que lorsqu'on voit les amis, ça se passe comme ci. Il faut que lorsqu'on se fasse amener, ça fasse comme ça. Mais au final, il n'y a pas de manière correcte. Il y a tout autant de manières sur Terre que de personnes. Donc par rapport à ça, le fait de savoir qui a raison, qui a tort, ça va, enfin, comprends bien que ça vient créer une tension qui est gigantesque, alors que on s'en fiche de savoir à qui est la faute, qui a raison, qui a tort sur un point. Il faut, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le pouvoir d'avoir des différences dans son couple. C'est, c'est l'approche gagnante-gagnante. En gros, ça consiste à se dire qu'on est différent, donc c'est cool, donc c'est génial, et donc c'est des choses qui font qu'on progresse. Plus tu vas aller tolérer ce que l'autre fait, mieux ce sera. Et réciproquement, plus l'autre va venir tolérer ce que tu fais, et mieux ce sera. Idéalement, le couple idéal, c'est un couple où les deux se tolèrent exactement comme ils sont, sans essayer de les changer. Et, et aujourd'hui, ton objectif, et ça on en reparlera encore après, ton objectif qui est toujours à garder en tête, c'est comment faire pour retrouver le bonheur, comment faire pour supprimer les conflits, sans devoir argumenter pendant des siècles, sans se demander qui est le gagnant, qui est le perdant. Garde toujours ça en tête. Ton objectif, c'est pas les chaussettes par terre. Ton objectif, c'est retrouver le bonheur, supprimer les conflits. C'est les deux choses qu'il faut avoir en tête de manière permanente. Changer, changement de comportement, ça commence par abandonner ce qui ne fonctionne pas. Et faire en deuxième, commencer des petits changements sur ton comportement pour que ton épouse ou ton époux les remarque. Si jamais, alors il y a des gens qui s'entêtent dans leur stratégie, parce que aussi,
des fois, on arrive à un âge, alors je dis ça, enfin, à tout âge, hein, enfin, à partir du moment où tu as plus de 20 ans ou de 25 ans, tu étais forcément sur des routines. Mais il y a des fois, il y a des choses qui ne marchent pas et pourtant on s'entête dedans en se disant ça va fonctionner un jour. Ça va être des choses du quotidien, comme par exemple où est-ce qu'on range le balai-brosse, ou alors ça va être des façons de faire, ou des façons de dire, ou des façons d'envisager la vie. À partir du moment où tu abandonnes ce qui ne fonctionne pas, où tu es suffisamment réceptif à l'autre pour se dire, voilà, tous les matins ça se passe comme ça, ou à chaque fois que je la contacte, je lui dis ça et ça se passe mal, etc. Même note-le sur un cahier quasiment. Note-le sur un cahier et demande-toi, qu'est-ce que je fais systématiquement qui ne fonctionne pas? Et la deuxième chose, c'est quels vont être les petits changements que je vais pouvoir faire pour que l'autre en face le remarque. Il y a une théorie qui est géniale de Stephen Covey, je ne sais pas comment ça se dit, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 7 habitudes des gens efficaces. C'est un bouquin qui est pas tout jeune. Et il parle dedans notamment d'un truc qui est génial, qui s'appelle le compte bancaire émotionnel. Il dit que finalement, dans un couple, on vient déposer des choses. Alors c'est pas comme un compte bancaire, on dépose pas de l'argent, mais on dépose des bonnes actions derrière qui font que ça vient déclencher des émotions. Je trouve ça juste génial. Il dit il y a 6 manières de faire des dépôts. Première chose, comprendre l'autre. Donc moins se concentrer sur nous-mêmes. Plus je viens comprendre l'autre, et plus je vais venir mettre comment on peut appeler ça, de l'argent virtuel, ou des bisous, j'en sais rien, ou de l'amour sur mon compte bancaire émotionnel. Deuxième chose qui est très importante selon lui, c'est faire ce qu'on a promis. Si jamais je me suis engagé un dimanche à tondre la pelouse, à nous emmener en vacances, à partir faire quelque chose, si je me suis engagé à perdre 20 kilos, ou à changer de boulot, ou enfin, vraiment dans tous les domaines de l'univers, si jamais je me suis engagé dessus, je fais ce que j'ai promis. Troisième chose, clarifier les attentes de l'autre. Ben, des fois, bien sûr, comprendre l'autre, l'écouter, c'est une bonne chose, mais des fois, on peut même aller encore plus loin. On peut lui demander de clarifier, tiens, tu m'as dit que tu comptais, que tu voulais qu'on parte en vacances l'été prochain, ou que tu voulais qu'on change de maison dans 2 ans. Dis-moi précisément, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu en attendrais, ce serait quoi pour toi la maison de rêve, ce serait quoi pour toi le job de rêve ou les vacances de rêve. Dis-moi précisément à quoi ça sert. Point suivant, ce sont les petites attentions. Pensez à offrir des roses quand c'est le bon moment, si on est un homme, faire, je sais pas, un petit déj joli de temps en temps, faire des petites surprises, des petits cadeaux dans tous les sens. En tout cas, les petites attentions, encore une fois, ça vient déposer de l'argent sur le compte bancaire émotionnel. Point d'après, c'est rester intègre. Bah, typiquement, ça va être euh, ne pas aller dire du mal de sa femme ou de son mari dans son dos, ne pas aller les critiquer, ne pas aller les interrompre ou les dévaluer devant tout le monde, ne pas aller se moquer d'eux en permanence, ne pas aller appeler la mère de l'un et de l'autre pour les critiquer, etc. C'est rester intègre. On se tient à quelque chose, on le fait jusqu'au bout, on reste dedans. Et le dernier point, le sixième, c'est s'excuser quand on fait un retrait. Et le truc, c'est qu'en fait, on fait tous des erreurs. C'est tout à fait normal. Et quand on a fait une erreur, bah voilà, on vient s'arranger pour s'excuser. Probablement aujourd'hui que si jamais tu regardes cette formation, c'est peut-être que tu es en découvert sur ton compte bancaire émotionnel. C'était tout ce que je pense aujourd'hui. C'est possible que ce soit le vrai en tout cas. Alors au début de la relation, souvent ce compte, il est rempli à fond. Et parfois, on n'a pas tenu ses promesses ou on s'est garé. On s'est garé, on s'est trompé quelque part là-dedans. Mais on en reparlera un peu plus tard dans la formation. Euh, alors, je te donne des tonnes de notions là. Après ça, on va voir comment est-ce qu'on organise le tout, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place et faire que ça aille de l'avant et qu'on sauve son couple. Il y a quelque chose qui s'appelle le DISC Personality. C'est un test. Alors, je vais te mettre le slide d'après, tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est un test en ligne. Je vais même te mettre, c'est gratos. Je vais même te mettre l'URL sous la formation. Tu vas cliquer dessus et tu vas voir que on classe les gens sous 4 catégories. Alors peut-être, je ne sais pas si tu connais, il y a un autre truc qui s'appelle les énéagrammes, mais qui en l'occurrence est trop compliqué pour moi. À chaque fois, il faut, alors tu peux passer des diplômes, bosser dessus à fond, etc. Il y a des bouquins qui existent, il faut vraiment se passionner pour comprendre comment ça fonctionne. Honnêtement, je trouve ça trop compliqué. Quand quelqu'un me parle, j'arrive même pas à retenir son énéagramme. Là au moins, on est sur quelque chose de simple et qui va nous correspondre beaucoup mieux. Il y a un lien vers un site web en dessous qui permet d'aller faire un test. Il va te dire si tu es plutôt extraverti, introverti, orienté vers les personnes, orienté vers les tâches. Ça se passe comme ça. Moi, par exemple, je suis ici, quelque part par ici, là.
entre extraverti et personne dans le I. Il définit ton pourcentage sur 4 critères, D, I, S, C. À la fin, par exemple, ton résultat, ça peut faire un triangle comme ça. Ça montre la zone, ou un triangle comme ça montre la zone, en gros, où tu es bon. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont plus extraverties, d'autres plus introverties. Et en gros, l'idée, c'est de se dire que ton discours doit changer, doit s'adapter en fonction de la personne avec qui tu parles. Alors ce site qui est génial, qui est gratos en plus, qui est une traduction française d'un site américain, donne non seulement un test que tu peux faire gratuitement pour savoir toi où est-ce que tu te places par rapport à ça, mais également et surtout aujourd'hui, par rapport à ton conjoint, tu vas pouvoir faire un test en répondant ce que lui, a priori, est important pour lui, pour découvrir où il est. L'idée est la suivante, c'est qu'on ne va pas communiquer de la même manière si jamais la personne avec qui tu vis est plus dans les détails ou est plus dans les choses généralistes. On ne lui parle pas de la même manière si c'est quelqu'un d'extraverti que si c'est quelqu'un d'introverti. Et donc, il y a des guides, il y a 4 guides que j'ai mis juste en dessous, qui sont donnés par ce site, encore une fois, j'en fais la pub, hein, qui expliquent précisément qu'est-ce qu'il va falloir utiliser comme type de phrase pour être mieux compris. Ce qui est génial parce que ça veut dire que tu vas pouvoir parler mieux, te faire mieux comprendre par la personne avec qui tu as envie de passer ta vie. Par exemple, on ne parle pas de la même manière à une personne qui a besoin de connaître tous les détails comparément à ceux qui ne veulent que le résumé d'une action. Si par exemple tu arrives le soir et que tu racontes à ton mari en détail tout ce qui t'est arrivé dans la journée de A à Z, de 7h le matin jusqu'à 18h30, tu vas voir que peut-être que ça l'embête. Parce que c'est peut-être pas son truc à lui, tu vois. Alors, le D, ça veut dire dominant. On est dans l'indépendance, les caractéristiques c'est indépendance, leader dans le contrôle. Il faut leur parler de manière confiante, concise, sans faire de répétition. Encore une fois, j'ai mis le guide juste en dessous, si jamais s'il est dans la partie dominante, il y a le guide en dessous, clique dessus, tu vas voir le genre de phrases que tu peux utiliser qui vont faire mouche directement dans sa tête. Et je sais pas au passage si tu l'as déjà remarqué, mais très souvent tu as des gens qui te parlent et tu les comprends mieux que d'autres. Je le vois au téléphone, des fois ça m'arrive, on m'appelle sur le site et on me dit voilà Antoine, j'ai un souci, par exemple, un exemple tout bête. On a un SAV sur le site, des fois ça arrive que les gens ne reçoivent pas leur formation parce qu'elle passe en spam ou j'en sais rien. Et des fois les gens, je sais pas comment ils font, ils trouvent mon numéro de téléphone et ils m'appellent. Et il y a des gens avec qui je vais comprendre directement, ils vont me dire voilà Antoine, mon achat date de 14h02 et je l'ai pas reçu au nom de Eric, je sais pas quoi. Et là, c'est simple pour moi. Donc là, je comprends direct et j'y vais, j'agis. Il y a d'autres gens qui vont me donner tous les détails. Ils vont me dire, voilà, je suis passé par une page qui m'a dit de cliquer là, de faire ci, de faire ça, etc. Et là, je comprends juste plus rien. Parce qu'il y a des gens qui me parleront mieux, parce que instinctivement, ils auront plus tendance à parler à un certain type de personnalité. Donc l'idée, je m'attarde pas dessus plus que ça, l'idée c'est que tu arrives à adapter tes SMS, tes emails, ta communication, quand tu parles à la personne que t'aimes, à ton mari ou à ta femme, tu sois beaucoup plus efficace. Le D, c'est dominant. Le I, c'est influenceur. Impulsif, émotionnel. Savoir flatter leur popularité, préfère le fun, déteste les embrouilles. Donc typiquement, quelqu'un qui aura des caractéristiques plutôt sur influenceur, on va les flatter lorsqu'ils vont faire un post Facebook qui a bien marché. Bravo pour ton post Facebook. Bravo pour ta photo qui est sur Instagram, etc. Bravo, ça marche bien. C'est fun, etc. On s'est embrouillé hier, mais c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. On arrête de parler de ça. Stable, ils sont patients et prévisibles. Ils créent du rapport et de la confiance. Ils sont sensibles à la critique et ils évitent l'agression et la confrontation. Consciencieux, ils sont plus dans les détails. Ils attendent souvent beaucoup des autres et d'eux-mêmes. Ils évitent les critiques. Il vaut mieux donner des détails plutôt que des généralisations. Ils feront tout pour éviter le conflit. Va jeter un coup d'œil sur le site. Vas-y, c'est rigolo, c'est fun. C'est fait en 5 minutes, tu vas savoir plein de choses sur ton ex. Donc, comment faire pour mieux communiquer si on résume tout ce qu'on vient de voir? Primo, comprenez mieux votre manière de communiquer à vous. Donc typiquement, vous allez faire le test DISC et vous allez voir que vous avez une manière de communiquer. Vous pouvez aussi, au passage, analyser comment est-ce que vous communiquez autour de vous, comment est-ce que vous communiquez avec vos amis, avec votre mère, avec votre frère, vos enfants, etc. Réfléchissez sur votre manière de communiquer. Numéro 2, identifiez le style et la manière de communiquer de votre partenaire, grâce également au test DISC par exemple, qui marcherait très bien. Analysez quelles sont vos similarités et vos différences. En fonction de ça, vous allez derrière pouvoir ajuster votre communication.
Par exemple, si vous êtes un C, donc on l'a vu au-dessus, C c'est juste là, c'est entre tâche et introverti. Et si on montre ici, c'est le fait d'être consciencieux. Si jamais vous êtes un C, vous aimez ce qui est carré. Et par exemple, bah, le soir, admettons, on efface ce que je viens de dire, on commence. Vous êtes un C, vous êtes consciencieux. On dit que vous êtes une femme, vous êtes consciencieuse. Vous aimez ce qui est carré. Vous avez fait un repas le soir à 20 heures et votre mari arrive comme toujours 1h30 en retard à 21h30. Le repas est froid, vous êtes juste énervé, vous l'engueulez. Mais si jamais grâce à ce test vous savez que c'est un D, vous savez qu'il aime son indépendance et il déteste la routine. La chose à faire dans ce cas-là, elle est toute simple, c'est lui envoyer simplement un SMS un peu avant 20 heures, avant le repas, et de dire si jamais tu es en retard, passe-moi un coup de fil, point. Et là, dans ce cas-là, vous avez réussi à allier le fait que vous êtes une femme consciencieuse avec le fait que lui soit dans l'indépendance et il déteste la routine. Et là, vous avez quelque chose qui est gagnant. Alors c'est vraiment pas évident, mais à partir du moment où tu comprends que la personne avec qui tu es ne te ressemble pas, qu'elle n'est pas exactement comme toi, dans ce cas-là, tu marques plein de points et tu vas commencer à supprimer des petites embrouilles du quotidien. Et au passage, des grosses embrouilles aussi sur la vision de la vie, etc. On va passer à la partie numéro 3. La partie numéro 3, on va voir dedans qu'il faut s'engager totalement et à fond dans cette cause. On a vu tout à l'heure, on va y repenser un petit coup, c'est quelle est ta part de responsabilité. Une fois que tu as fait ça, que tu te dis, tiens, voilà, sur tel et tel point, on est en problème, soit tu peux aller en parler avec quelqu'un d'autre, soit tu n'as peut-être même pas besoin de le partager avec quelqu'un d'autre, tu peux juste l'admettre. On l'a vu, je pense que ça c'est un point qui est fait, on est responsable de certains points dedans. Je te propose maintenant un exercice qui est, moi pour le coup, l'exercice qui a le plus changé ma vision du couple. C'est de faire... Alors on va faire 2 listes. Primo, faire une liste pour soi. Alors faire 2 listes pour soi en l'occurrence. Qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire et qu'est-ce que je n'aime pas. En l'occurrence, il y a peut-être des tonnes de choses que tu adores. J'aime quand il me fait à manger, j'aime quand on part en vacances, j'aime son esprit d'humour, etc. Qu'est-ce que je n'aime pas lorsqu'il me fait des reproches sur ci et sur ça. Barre les choses les moins importantes pour ne garder que quelques points dans cette liste. Fais la même liste en te demandant ce que ton partenaire aime chez toi. Donc tu te retrouves en principe avec 3 listes. Vous obtiendrez une liste dans laquelle vous pourrez déduire les problèmes communs et les axes d'amélioration. Alors pourquoi je te parle de ça, tu vas voir, ça arrive juste après. Typiquement, c'est est-ce que j'ai été bon sur l'endroit où la personne avec qui je vis, avec mon mari, ma femme m'attendait, ou est-ce que j'ai pas fait suffisamment de batailles et de choses pour être bon là-dedans. Et la question qu'il faut se poser là-dedans, c'est est-ce que vous vous battez pour les mêmes choses tous les deux? Est-ce que vous avez les mêmes combats dans la vie? Est-ce que vous avez le même endroit tous les deux? Est-ce que ta femme, est-ce que ton homme, est-ce qu'ils ont envie de construire quelque chose? Est-ce qu'ils veulent faire une maison? Est-ce qu'ils veulent des enfants? Est-ce qu'ils veulent, je sais pas, partir en voyage? Est-ce qu'ils veulent vivre toute leur vie au même endroit? Enfin, à partir du moment où t'es pas dans le même combat, où tu es en train de te battre pour des choses différentes, il y a un moment donné où la rupture, elle est évidente. Si vous êtes sur un bateau, si vous êtes sur le même bateau que vous ramez sur la mer, mais que l'un des deux veut aller à l'est et l'autre à l'ouest. Alors j'imagine qu'on dit bâbord et tribord, tu vois, mais et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le bateau se déchire en deux, tu vois. Parce que vous avez pas, vous allez pas, vous ne ramez pas vers le même endroit. La bonne question à se poser, ça, alors, je sais, je vais dire quelque chose, j'ai suffisamment de lucidité en tant que coach pour savoir que personne ne fera cette liste. Retiens, la suivante, par contre, t'auras pas le choix. Celle-ci, t'as encore le choix, la suivante, t'auras pas le choix. Pense en tout cas dans ta tête à qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire, juste en guise de préparation. Qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire? Qu'est-ce que je n'aime pas? Et qu'est-ce que mon partenaire aime chez moi, ok? Voyons maintenant comment trouver son rôle dans le couple. Étape numéro 1. L'exercice est tout simple. Lorsque blablablap, je blablablap. Exemple numéro 1. Lorsqu'elle me demande de ranger mes chaussettes, je les laisse sous le lit. Exemple numéro 2. Lorsqu'il ne m'embrasse pas, je me sens rejeté. On invente d'autres exemples. Exemple numéro 3. Lorsque elle oublie des choses, des événements comme la Saint-Valentin, je pense qu'elle ne m'aime pas. Exemple numéro 4.
Lorsqu'il parle avec d'autres filles sur Facebook, je pense qu'il va me tromper, etc., etc. Étape suivante pour trouver son rôle dans le couple. On inverse simplement les phrases et on laisse lorsque. Exemple. Lorsque je laisse les chaussettes sous le lit, elle me demande de les ranger. Lorsque je me sens rejeté, il ne m'embrasse pas. Et là, on réalise en fait qu'en inversant les phrases, ça a toujours du sens. Parce qu'on est encore une fois sur un rôle. Chacun, vous et votre épouse, vous faites ce que vous voulez, chacun dans son rôle. Mais on voit bien que les deux sont liés, que vous avez chacun 50% de ce rôle-là. Troisième étape pour trouver son rôle dans le couple, c'est d'utiliser le début, la phrase je veux. On va trouver là-dessus les points qui vous frustrent. Comme tu le sais, les points qui te frustrent, c'est le principal problème du couple et c'est aussi le sien. Exemple numéro 1. Je veux qu'Eric me respecte. Exemple numéro 2. Je veux que Sophie ramasse ses chaussures. Exemple numéro 3. Je veux qu'il soit plus attentionné. Ce sont des attentes, on est bien d'accord. Et vous n'avez pas encore reçu d'action par rapport à ça. Donc ajoutez dessus simplement « et ça me frustre ». Ça donne donc la chose suivante. Je veux que Sophie ramasse ses chaussures, et ça me frustre. Je veux qu'il me prenne dans ses bras et me rassure, et ça me frustre. Je veux qu'elle me laisse mon indépendance, et ça me frustre. Étape numéro 4 pour trouver son rôle dans le couple. Ajouter, tout simple, mon rôle dans le couple. Et on arrive à l'incohérence suivante. Mon rôle dans le couple, c'est d'attendre que Sophie ramasse ses chaussures, et je me sens frustré. Mon rôle dans le couple, c'est de vouloir qu'Eric me fasse un câlin, et je me sens frustré. Mon rôle dans le couple, c'est de vouloir que Sophie me laisse plus d'espace, et je me sens frustré. Donc on voit bien, je ne sais pas si ça te fait le cas aussi, on voit bien que on est sur un résultat qui est étonnant. On est étonné de ce résultat parce que on découvre vraiment qu'on a chacun sa partie de responsabilité dans le couple. Et en changeant sa propre manière de faire, on peut tout changer. Enfin, on comprend bien que son rôle, mon rôle dans le couple, c'est pas du tout d'attendre que Sophie ramasse ses chaussures. Et que c'est pas normal que ça me frustre, parce que c'est pas mon rôle dans le couple. Mon rôle dans le couple, ça devrait être d'être aux côtés de ma femme ou de mon mari, et qu'on aille de l'avant, et qu'on se batte côte à côte pour faire quelque chose. Ça peut pas être simplement de m'énerver quand je vois des chaussures par terre. Ou d'être frustré ou d'attendre, ou que mon rôle dans le couple, c'est qu'Eric me fasse des câlins, de se sentir frustré. C'est pas ça mon rôle dans le couple. Mon rôle dans le couple, ce serait plutôt de l'accompagner, de faire qu'on s'épanouisse, de faire qu'on voyage plus, qu'on ait des enfants ou une maison ensemble. Le problème avec ces petites choses, alors, on a beaucoup parlé de chaussures dans cette formation, mais c'est la dernière fois, de chaussettes, c'est que les chaussettes peuvent être charmantes au début. Tu sais, on a parlé tout à l'heure la première fois où on voit ça par terre, on vient juste de faire l'amour ensemble et on s'en fout. Et puis après, finalement, ça peut devenir pénible. C'est là où on a envie de se séparer, quand c'est vraiment dur de voir ça par terre. Je dis chaussettes, mais c'est la métaphore pour tout ce qui est gonflant dans le couple. Puis finalement, si on le décide, ça peut aussi devenir drôle. Et puis ça peut même devenir finalement invisible, parce que finalement, c'est pas si important que ça, parce que dans tous les cas, Jane ne changera jamais le défaut de Mathéo. Son rôle, c'est pas du tout de regarder l'empilement de chaussettes. Son rôle, c'est autre chose. C'est d'en avoir rien à faire dans la vie. J'espère que c'est quelque chose qui change autant que moi, ta propre vision du couple. Si maintenant on vient mettre le. Alors attends, juste une erreur là. Hop. Si jamais on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure sur le dépôt émotionnel de Covey, et qu'on le met sur 5 piliers fondamentaux, on obtient les choses suivantes. Il y a une théorie qui explique que dans le couple, il y a 5 piliers. On va voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces 5 piliers et mettre des choses positives dessus, ou ce qui se passe quand on met des choses négatives dedans. Premier pilier du couple, c'est l'amour. Est-ce que si je mets des attentions dessus, ça fera du plus ou du moins? Bien sûr, ça fait du plus. Donc toute la première partie ici, ce sont les plus. Toute la deuxième partie, c'est l'équivalent négatif. Sur le pilier de l'amour, si jamais je donne des attentions, comme par exemple des fleurs ou un café au lit sans que ce soit demandé, là je vais venir faire un dépôt émotionnel sur ce compte bancaire.
Si jamais je suis intéressé par l'autre, que je l'écoute, si jamais je suis tendre, tolérant, tout ça c'est des choses positives. Si jamais maintenant je prends les mêmes choses et que je les mets en négatif, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais je critique, j'enlève du positif à mon couple. Si jamais je refuse d'aider, par exemple je prête pas ma voiture parce que c'est la mienne, j'ai pas envie. Si jamais je lui manque d'intérêt, si jamais je lui fais pas de câlin, si jamais je suis rude, tout ça, ça vient faire du négatif sur mon compte bancaire amoureux. Deuxième pilier, l'honnêteté. En positif, il y a être ouvert, ne rien cacher. Parler de ses propres besoins, de ses peurs. Donner des infos même avant qu'elles soient demandées. L'inverse de tout ça, c'est être secret, fermé. Ne rien dire sur ce qui nous inquiète. Garder des infos pour voir l'autre échouer derrière un peu plus tard. Prochain pilier, c'est la confiance. La confiance, on l'a vu, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est respecter ses promesses, être à l'heure, respecter les dates des rendez-vous, faire les bonnes choses, même si c'est dur, être conscient de ses propres rythmes, faiblesses, ne pas les prendre comme cible, ne pas prendre son conjoint comme cible. L'inverse de tout ça, c'est ne pas être fiable, faire attendre, créer des disputes pour rien, ne pas être intègre. Être intègre, on l'a vu tout à l'heure, c'est tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Le respect, qui est le quatrième pilier, ça va être courtois, l'apprécier comme individu unique, avoir de l'intérêt pour sa vie, les encourager. L'inverse de tout ça, dans le négatif, c'est agir sans respect, essayer de les changer, les ignorer, les diminuer. Par exemple, typiquement, lorsqu'on roule des yeux, quand ta femme ou ton mari te dit quelque chose, tu regardes vers le ciel sans rien dire. Implicitement, ça veut dire que tu diminues cette personne. Cinquième pilier, la loyauté. La vraie question à se poser, c'est est-ce que tu es le premier champion de ton mari ou de ta femme ou est-ce que tu es le premier critique? Par exemple, tu vois, il y a une phrase qui est géniale, c'est quand ton enfant arrive et dit à la mère, papa dit que tu es le meilleur. Attends, j'ai un petit doute. Papa dit, c'est maman dit que tu es le meilleur plombier. Mon exemple, il n'a pas de sens. Maman dit, quand l'enfant va voir son père, elle dit, maman dit que tu es le meilleur plombier. Dans ce cas-là, t'es le premier champion, tu vois? T'es le premier à encourager et non pas le premier à critiquer. On devrait même mettre en fait le premier supporter ici. La loyauté, en plus, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? La fidélité, défendre son partenaire, mettre ses besoins avant ceux de tout le monde, les encourager, rassurer, être à leur côté, quelles que soient les conditions. En négatif, il y a permettre à quelque chose de se mettre entre vous deux. Par exemple, une femme, un jeu vidéo, le travail. En négatif, il y a les critiquer, critiquer ta femme, ton mari auprès des autres. Ou alors prendre les besoins des autres en priorité. Si par exemple tu as toujours des copains qui appellent et tu vas les prendre toujours en priorité, ben, à un moment donné, tu vas prendre non pas les besoins de ta famille, de ta femme, de ton mari en premier, tu vas prendre les besoins de quelqu'un d'autre en priorité. Ne pas leur donner d'attention, c'est négatif aussi, et blâmer. Alors quand tu vois tout ça, quel est ton bilan? On va répéter les 5 piliers. Il y a amour, honnêteté, confiance, respect, loyauté. J'imagine que t'as pas des plus partout, t'as forcément quelques moins. Il y a forcément des choses qui t'ont réveillé quelque chose où tu t'es dit, ouais, là, en effet, j'ai pas été bon sur tous les points. Ce qui est normal au passage. Enfin, on est humain. Donc, il y a trois choses à faire dans ce cas-là. Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça la bonne technique à faire quand on se rend compte de ça, quand on réalise tout ça. La première, c'est de s'excuser. Donc là, typiquement, quand on fait ça, on se connecte à son compte émotionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Deuxièmement, c'est lui montrer qu'on va faire des changements positifs. Et troisièmement, c'est ouvrir une discussion positive sur l'avenir, sur ce qu'on va faire ensemble, sur comment ça va se passer. Je te donne un exemple. Sophie, je sais que tu n'es pas content de notre mariage depuis longtemps. Je t'ai négligé en jouant trop souvent au poker avec mes amis. J'ai aussi négligé nos enfants. Je vais changer ça. Et tu vois, ça là, on est typiquement sur une phrase qui allie les trois. On a vu précédemment s'excuser, lui montrer qu'on va faire des changements positifs, ouvrir une discussion positive. On va recommencer. S'excuser, lui montrer qu'on va faire des changements positifs, ouvrir sur une discussion positive. Là, on est exactement là-dedans. Sophie, je sais que tu n'es pas content de notre mariage depuis longtemps. Je t'ai négligé en jouant trop souvent au poker avec mes amis. J'ai aussi négligé nos enfants. Je vais changer ça. Ça peut être dans n'importe quel domaine peut être utilisé. Tout ce que tu as fait comme bilan dans cette formation doit t'aider à faire ce genre de phrase. Alors tu peux faire également des changements sans le dire à ta femme. Juste en le faisant, si jamais vous vous êtes séparés depuis quelque temps, bah, forcément, ça va être bizarre
de lui dire ça juste comme ça alors qu'elle est déjà partie, mais tu peux aussi faire ces changements sans le dire, juste en le faisant. Il y a un moment donné où quand vous allez vous revoir, ta femme va se rendre compte, ou ton mari va se rendre compte que tu as fait ces modifications et que c'est une bonne chose. Tu vois, ouais, je sais pas s'il faut le dire en formation. Ça, typiquement, un thérapeute l'aurait pas fait. J'ai été en couple pendant 10 ans avec une femme qui était très colérique et je voulais impérativement qu'elle change et qu'elle soit moins colérique, qu'elle calme son humeur, qu'elle voie un psy ou voilà, qu'elle devienne plus zen, etc. Et je lui ai dit 100 fois, réellement 100 fois, peut-être même 1000 fois. Ça a duré pendant les 3 dernières années, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit. Et elle n'a jamais fait d'erreur. Elle aurait juste dit, Antoine, je sais que je me suis beaucoup énervé dernièrement, je suis passé à côté de beaucoup de choses, je me suis beaucoup trop énervé. Et même de notre fille, on s'en est rendu compte, je vais changer ça. Et je vais vraiment le faire. Elle l'aurait vraiment fait, ça aurait probablement changé les choses. Mais en tout cas, il n'y a pas eu la phrase, elle n'a pas fait, il n'y a pas eu le déclic. Elle était persuadée que c'était de ma faute. Elle avait pas lu ce genre de formation à l'époque. C'est pour ça qu'elle pensait que c'était de ma faute. Alors, un changement, ça n'arrive pas en une nuit, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Donc, typiquement, euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça avance pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on balance ce genre de phrases qu'on a vu précédemment? Je sais que t'es pas content de notre mariage, etc. Et que ça change pas. C'est des phrases qui sont c'est comme des graines dans du terreau. Ça prend du temps à arriver. Et peut-être que sur le coup même, ta femme, ton mari bougera pas, il s'en foutra. Il va peut-être même pas t'écouter en fait. Il va peut-être me dire je m'en fous, c'est trop tard, je t'aime pas, je m'en fous, j'ai fait ma vie ailleurs. Mais le fait qu'il l'ait fait que le fait que tu l'aies fait que ça a mis une graine dans sa tête qui va pousser. Donc derrière, tu restes calme. Tu laisses tomber l'idée de qui a raison, qui a tort. Et il y a une belle phrase d'un philosophe, j'ai pas retrouvé son nom, c'est un philosophe anglais, qui dit la gentillesse c'est comme le soleil, ça fait s'évaporer les tensions. C'est super bisounours comme genre de phrase, mais en l'occurrence, à un moment donné, si jamais tu arrives à rester dans cet esprit positif, on te quitte, on part pour quelqu'un d'autre ou pour tout seul, etc. Et tu arrives à être dans l'amélioration, dans la compréhension, dans la gentillesse, il y a quand même quelque chose de magique au fait que ça va venir faire disparaître la majorité des tensions. Après ça, le dernier point qui est très important aussi, c'est de rester réaliste sur nos attentes. C'est-à-dire que il faut savoir précisément que on ne doit pas trop promettre, on a toujours des travers qui peuvent revenir, on ne doit pas s'attendre à ce que ça change en 24 heures parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais à partir du moment où tu es réaliste, où tu te dis voilà, je vais faire des efforts, allez ok, on m'a reproché d'être trop gros, il faut que je perde 50 kilos, eh ben je vais en perdre 10, peut-être qu'après-demain, enfin peut-être que dans un mois je vais reprendre 5, mais en tout cas je suis réaliste sur le fait que ce sera un grand combat et je vais me bouger dedans. Forcément, tu seras gagnant obligatoirement dans ce genre de combat. Alors, on m'a posé une question. On m'a dit pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme au début? Et je vais te parler de quelque chose qui s'appelle le visage social et le visage naturel. Le visage social, c'est celui que tu as sur Facebook ou avec les gens que tu connais pas. C'est la manière dont les gens te voient la première fois. C'est comment est-ce qu'on t'a appris à être en société pour te faire aimer. C'est comment est-ce qu'on t'a appris à être à l'école pour que tu te fasses des copains. Comment est-ce qu'on t'a appris à être en entreprise pour que tout se passe bien. Et derrière ça se cache ton visage naturel. Ton visage naturel, c'est qui tu es en vrai. C'est-à-dire comment est-ce que tes meilleurs amis te connaissent, comment est-ce que ta femme, ton mari te connaît. Ça, c'est lorsqu'on a fait tomber les masques, c'est juste nous derrière. Alors, on me dit des fois, pourquoi est-ce que mon mari, enfin, pourquoi c'est la personne avec qui je vis, ou ma femme, n'est pas comme au début. C'est parce qu'en fait, au début, tu voyais juste ton visage social, c'était juste le visage d'apparence. Après, tu as vu arriver son vrai visage. Ce qui est différent d'encore autre chose, quel est son visage lors de tensions dans le couple. C'est encore autre chose. Si jamais on devait classer les choses dans l'ordre du temps, tu aurais d'abord le visage social, ce qui est ce que tu vois au premier abord. Au bout de 15 jours, 3 semaines ou un mois, tu verrais son visage naturel. Et après ça, et un jour arriverait son visage de problème. Ce qui est encore autre chose, c'est comment est-ce que tu réagis quand il y a beaucoup de problèmes dans le couple. L'idée aujourd'hui, c'est pas de retrouver son visage social, qui est le visage du début, c'est de retrouver un visage, son visage, alors visage au sens figuré bien sûr, hein, c'est de retrouver son caractère naturel au moment où tout se passe bien. C'est-à-dire en gros de faire tomber toutes les tensions pour tomber face à une personne qui est vraie, qui est naturelle et qui est heureuse, et non pas une personne qui est naturelle et malheureuse. Donc la question de
Pourquoi elle n'est pas comme au début? C'est parce qu'elle le sera jamais. Toi, ce que tu veux d'ailleurs, c'est même pas ça. Ce que tu veux, c'est trouver son visage naturel, heureux, qui est encore bien plus beau que son visage social. Après ça, une autre question qu'on parle. Alors, il y a. Après ça, on parle de sexe. Ce sera le dernier slide juste après. On parle souvent aussi de colère. On me dit, voilà, je suis en colère, c'est pas bon, je déteste ça. La colère, ça peut être destructeur ou salvateur selon comment c'est géré. On va prendre l'exemple de la cocotte minute. Si jamais tu as une cocotte minute qui est sous le feu et que le petit bouchon est bouché, bon, le bouchon bouché, je sais pas si ça se dit, tu peux être sûr que ça va exploser à un moment donné. L'idée de la cocotte minute, c'est que ça laisse s'évaporer un tout petit peu de vapeur en permanence. Parce que c'est ça qui fait que ça, bah, la colère ou la vapeur sort un peu en permanence. Toi, c'est exactement pareil. Un être humain, il est souvent en colère. Si jamais tu retiens trop en toi, tu vas exploser un jour. De même que si jamais tu sais pas comment gérer ça, ça va mal se passer. Donc la colère, c'est, première chose, c'est l'anticiper et en parler. C'est, voilà, je sais que, excuse-moi, mais quand t'as fait ça tout à l'heure, quand on était en soirée ensemble, quand t'as dit ça, ça m'a fait de la peine. Je te le dis parce que j'ai un peu de colère en moi, je te le dis parce que je le pense. Deuxième chose qui est très bonne pour éviter la colère, c'est de penser avant de parler. Des fois, on a tendance, par exemple, on reçoit un SMS assassin, ou on se comprend mal, ou l'autre nous dit quelque chose qui nous fait vraiment très mal. Toujours commencer par penser un petit peu. Le point d'après est très bon aussi, c'est prendre un peu de recul avant de se lancer dedans ou de répondre quelque chose d'assassin ou de 10 fois pire que ce qu'on a reçu. La nature humaine est faite comme ça. On prend une baffe, on a envie de mettre deux baffes ou un coup de poing derrière pour se venger. Le point d'après, c'est de parler quand on est calmé. C'est sûr que mieux vous réfléchir un peu et ne pas hésiter à mettre une bonne énergie dedans. C'est-à-dire bien anticiper, bien penser, bien prendre du recul, bien en parler. Le point d'après, c'est d'éviter les déclencheurs. Si tu sais qu'à chaque fois que tu pars en boîte de nuit, ça finit par une baston, alors je dis ça, t'aimes peut-être pas les boîtes de nuit, mais si tu sais qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation où il y a un problème, c'est peut-être mieux de les éviter, tu vois. Troisième, excuse-moi, le troisième point, on est au sixième point au moins. Le, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vrai que c'est pas grave d'être en colère. C'est pas grave, ça arrive, tout le monde l'est. Et ne pense pas que t'es différent parce que des fois t'es en colère, t'es énervé, t'as envie de tuer ton mari ou ta femme, c'est normal, enfin, tout le monde est en colère. Un des bons outils qui permet de déstabiliser la colère, c'est l'humour. Si jamais tu sens que tu es dans une situation un peu tendue, un peu complexe, utilise toujours l'humour. Si jamais on t'attaque aussi, une autre chose qui met en colère, c'est des phrases comme par exemple, tu ne t'occupes jamais des enfants. Ça, peut-être qu'on te l'a dit, peut-être ça ou peut-être d'autres phrases, hein, enfin, voilà. T'es toujours en train de picoler avec tes potes, t'es jamais à la maison, t'es toujours en train de faire ci, toujours en train de faire ça. Utilise des faits, comme par exemple, quand tu dis que je m'occupe jamais des enfants, tu penses à quand précisément? Parce que, en l'occurrence, je me suis quand même occupé de Mathéo. Admettons que dans notre formation, on a un enfant qui s'appelle Mathéo. Et ben, je me suis quand même occupé de lui lundi, jeudi et c'est samedi, tu vois. Alors quand tu me dis je m'en occupe jamais, c'est le mot jamais qui me dérange. Qu'est-ce que tu entends par jamais? Ou quand tu dis que je suis jamais à la maison, je rentre pour autant tous les soirs et je suis toujours à la maison. Donc qu'est-ce que tu entends par là? Le point d'après, c'est d'utiliser la relaxation qui marche très très bien. Alors c'est très à la mode en ce moment, il y a des tonnes d'applications, que vous soyez sur iPhone, sur Android ou sur autre. Regardez, ça marche super bien. J'essaye d'en faire, je commence à m'améliorer, j'en fais de plus en plus. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à moi en l'occurrence. Donc n'hésitez pas, regardez sur les applications, c'est vraiment simple, souvent c'est gratos en plus. Après ça, il est toujours bon à un moment donné, quand ça va pas, passer par un psychologue ou par un coach pour savoir, bah voilà, pourquoi est-ce que je me mets toujours en colère dans tel type de situation. Il y a probablement un truc qui revient par rapport à ton enfance, etc. Et en l'occurrence, ah, bah voilà, dans cette formation, c'est pas trop le moment d'en parler, mais il y a probablement, en allant voir ton histoire personnelle, moyen de trouver à quel endroit ça clochait un peu. Parlons du sexe. Toute bonne formation qui se respecte sur le couple, sur les problèmes de couple ne finit pas par le sexe. Euh, un mariage sans sexe n'a pas d'avenir. Il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est moins fréquent? Est-ce que c'est monotone? On va juste faire un tout petit mot avant de se quitter sur les déclencheurs masculins et féminins. Il y a dans les mines, moi je viens de l'Est de la France à la base. Dans les mines, on emmenait souvent des petits oiseaux. Je sais plus comment ça s'appelait dans des cages. Et si jamais l'oiseau mourait, c'était signe qu'il y avait du gaz dans la mine, qu'il fallait vite partir en courant avant que ça explose. Le, le sexe, c'est à peu près la même chose. Si jamais il n'y a pas de sexe,
sais qu'il y a un truc qui est mort, tu sais que c'est pas bon du tout. Est-ce que c'est moins fréquent? Est-ce qu'il y a de la monotonie? Est-ce que ça se passe moins bien? Alors, en l'occurrence, si dans ton cas, ton mari est parti ou ta femme est partie, bien sûr qu'il y en a beaucoup moins, c'est encore autre chose, mais il faut savoir que les déclencheurs masculins et féminins sont complètement différents quand ça parle de faire l'amour. Euh, on, on a tendance à dire, et c'est ce que je crois aussi au passage, que les hommes sont plus stimulés par la vue, alors que les femmes sont plus stimulées par les oreilles. Il y a une phrase qui est super fine et très classe qui dit les femmes bandent par les oreilles, ce qui est affreux de terminer une formation par ça, mais bon, bref, c'est pas grave. En l'occurrence, je sais pas, si jamais tu vas voir par exemple 50 nuances de gris, je sais pas si tu as vu ce film ou pas, mais tu te rends compte à quel point ce film est féminin dans toute sa conception, dans tout le montage, dans toute la réflexion, comment est-ce qu'on arrive à faire l'amour à la fin, etc. Là où finalement, un homme, si un homme avait écrit ce bouquin, il l'aurait jamais écrit de cette manière-là. En même temps, je te le dis, j'ai un doute sur le fait que ce soit un homme ou une femme qui l'a écrit, mais je pense que c'est une femme. Non, c'est sûr que c'est une femme. Euh, il faut que j'aille googliser juste après quand même. Et en tout cas, on est vraiment typiquement 51 degrés, on est vraiment typiquement sur de l'excitation féminine. On est dans un scénario, il y a tout un scénar qui conduit à on va se retrouver au lit à la fin, faire l'amour, après mille et une péripéties. Là où chez l'homme, a priori, le simple fait d'être devant une femme nue peut ou pourrait suffire beaucoup plus que pour la femme. Donc toujours bien se rappeler que on a beau être identique en beaucoup de choses, en termes d'excitation, on est complètement différent. Et qui dit couple en perdition, dit très souvent monotonie, dit moins de fréquence, etc., dit se réinventer. N'hésite pas bah voilà, à un moment donné, à dire, à parler de tes fantasmes, à changer un peu tes routines par rapport à ça. Déjà là, par rapport à tout ce qu'on a vu d'informations, tu vas déjà probablement bien changer tes routines. Niveau sexe, c'est exactement pareil. Pourquoi ne pas proposer des nouvelles choses, à réfléchir à des, je sais pas, des positions, à des scénarios qui te feraient bien plus plaisir qu'avant, à en parler, à savoir mettre un mot dessus, plutôt que de garder ça comme quelque chose de tabou au fond de ta tête en se disant, allez, j'ose pas le dire, on est habitué à ça, maintenant on va jamais changer de toute notre vie. Tu es à l'aube d'un nouveau jour. J'espère que cette formation t'a appris une tonne de choses. J'espère que tu vois le couple différemment. J'espère que ta première action, ça va être de changer ta façon d'être et d'observer avec un immense plaisir la manière dont ton homme ou ta femme va se comporter derrière. Parce que tu verras que à partir du moment où on change soi-même un petit peu, l'autre va changer également, et derrière ce sera juste un grand plaisir de voir à quel point ça change. Alors un tout dernier slide, vraiment pour la route, c'est au sujet des réticences. Tu vas voir que lorsque tu commences à changer, l'autre en face va être réticent. Il va te dire non mais laisse tomber, de toute façon t'as aucune chance, je suis plus amoureux, je veux pas qu'on se mette ensemble, etc. Parce que l'être humain est comme ça, il déteste le changement. Donc il va y avoir un moment pendant lequel ton ex ou ta femme ou ton mec va juste bloquer ça. Il va dire non, je veux pas de ça, je veux pas y croire, je reste sur mes positions. Pourquoi? Parce que déjà, il s'est habitué à bloquer tout ce que tu as proposé depuis quelques temps, depuis même très longtemps. Deuxièmement, parce qu'il va pas non plus y croire, il va se dire, bah, ok, c'est juste une phase passagère, c'est juste du bluff, etc., et ça me concerne pas. Et c'est en insistant dedans, c'est en étant bien fort et costaud et solide sur ses bases, et en restant longtemps dans ce nouveau mode de vie et nouvel état d'esprit, que tu verras que ça fonctionnera à la fin et que ça va finir par marcher. Attention aussi à ne pas être trop dans l'excès inverse, pas être trop en mode yes man, en mode trop 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 positif, parce que ça peut aussi faire peur à l'autre. Donc entamer des changements qui sont bons, qui vont dans le bon sens, qui sont durables, qui sont pas démesurés, qui avancent, et tu vas voir que en insistant un peu, tu vas passer par cette barre de réticence de l'autre, et tu vas voir que derrière, c'est juste du bonheur, et c'est juste une nouvelle vie en couple qui t'attend, qui sera encore plus forte que celle d'avant. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo, et on se retrouve dans une prochaine formation. À très bientôt.